Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le replay du webinaire animé par Laurent Juguet. Ce dernier vous parlera des cyclés à l'usage des managers pour faciliter la décision collective. Une très bonne écoute à vous. Chronos, nous sommes un cabinet spécialisé dans le conseil en management. Nous accompagnons depuis maintenant une trentaine d'années les hommes et les organisations pour les aider à se transformer, à augmenter leurs compétences à travers des dispositifs apprenants. Et évidemment, nous portons un intérêt particulier aux managers qu'on accompagne dans l'évolution, le développement de sa pratique et de sa posture. Deux, trois mots sur moi. Donc je suis consultant, formateur coach au sein de ce beau cabinet Chronos. J'ai passé 50% de ma carrière dans la distribution à travers des expériences de direction de centre de profit, des directions multisites. Et puis j'ai basculé dans les métiers du conseil il y a maintenant 13 ans et je suis chez Chronos depuis 6 ans sur le métier de consultant, formateur coach et chef de projet. Le thème que je vous propose d'aborder aujourd'hui est donc le thème de la décision collective et notamment la question de comment faciliter la décision collective. Alors pourquoi ce thème d'une part parce que j'ai un intérêt particulier pour cette question, ayant été amené à prendre beaucoup de décisions dans ma carrière, et je continue évidemment encore aujourd'hui, et parce que nous accompagnons des managers qui aujourd'hui sont plongés dans des environnements de plus en plus complexes, où les cycles de décision sont très courts, et où un des enjeux majeurs qu'ils rencontrent est leur capacité à décider toujours plus vite, mieux, mais surtout ensemble. Et donc, voilà le chemin que je vous propose pendant ces 50 minutes. Une petite introduction sur les enjeux de la décision collective pour les managers. On va peut-être s'amuser à se faire peur un petit peu en regardant les obstacles à la décision collective éclairée. Et puis je vous proposerai quelques modèles et aussi des expériences de remèdes et d'étapes clés pour faciliter justement ce processus de décision partagée. Avec un focus particulier sur une pratique qui est issue de la sociocratie, qui est la décision par consentement, et qui est très intéressante de plusieurs points de vue. On aura un temps d'échange, de questions-réponses en fin de webinaire, et on intercalera, je pense, Adrien, aussi une possibilité d'échanger entre la partie 2 et la partie 3. On est parti. Eh bien, allons-y. Les enjeux de la décision collective. Comme je vous le disais précédemment, les managers sont confrontés à des environnements de plus en plus incertains, d'où le fameux acronyme VICA ou VUCA selon qu'on le francise ou qu'on l'américanise, des environnements qui sont volatiles avec des règles, des conditions qui bougent extrêmement souvent, incertains et qui rendent la modélisation et l'anticipation très très difficiles, complexes du fait des multiples interactions et des causalités de plus en plus circulaires auxquelles nos managers sont confrontés, et ambigus, qui rend parfois difficile l'interprétation des informations. Le manager, dans cet environnement, a vocation à réduire cette incertitude pour ses équipes, renforcer la confiance et évidemment créer les conditions pour que l'équipe décide mieux, plus souvent, et renforce son intelligence collective. D'ailleurs, toutes les études, enfin un certain nombre d'études, qui projettent les compétences clés du manager dans les années à venir, mettent systématiquement en avant les 10 compétences que vous avez sous les yeux, mais particulièrement la résolution de problèmes complexes, l'esprit critique pour le manager et ses équipes, bien évidemment le collaboratif, et cette capacité à juger et à prendre des décisions et à faciliter la prise de décision de ses équipes. Donc on a là une compétence clé absolument essentielle à renforcer, tout en adaptant la posture. Pendant de nombreuses années, un bon leader, un bon manager était celui qui centralisait les décisions qui lui remontaient, et il montrait son pouvoir de la sorte. Aujourd'hui, on parle beaucoup de facilitation et on demande aux managers d'être plus des facilitateurs de décisions à travers 3 casquettes essentielles. La casquette d'architecte, où le facilitateur va préparer le dispositif, le concevoir. La casquette de pilote, où le manager va garantir la bonne tenue du processus. Et puis la fonction de guide, où le manager va à la fois autoriser le groupe à sortir des sentiers battus, réfléchir autrement, et le ramener, le protéger quand il faut évidemment continuer à alimenter le processus.
Et je vous propose une définition de la facilitation qui est ce fameux geste léger à forte valeur ajoutée qui permet d'aider un groupe à identifier, résoudre des problèmes et surtout prendre des décisions en intelligence collective. Donc voilà le défi auquel nos managers doivent répondre aujourd'hui. L'idée étant évidemment que plus on décide collectivement, plus la performance décisionnelle collective est supérieure. En tout cas, c'est ce que nous croyons et c'est ce que, ça fait partie évidemment des schémas habituels que portent les organisations. Mais est-ce que c'est si simple ? Est-ce que systématiquement, lorsque l'on met des gens en collectif pour prendre des décisions, on produit de la valeur supplémentaire ? Eh bien, c'est pas si simple que ça, et même dans certaines conditions, c'est l'inverse. Depuis très longtemps, les précurseurs de la psychologie sociale ont démontré que les comportements des individus mis dans des foules ou dans des collectifs étaient potentiellement problématiques. Vous avez sous les yeux Gustave Le Bon qui a écrit La sagesse des foules en 1895 et qui déjà à l'époque pointait 3 types de comportements. L'irresponsabilité des individus, donc la perte de responsabilité totale ou partielle dès lors que je suis dans une foule, les mécanismes de contagion, donc la propension des individus à partager et à être contaminés éventuellement par des passions collectives, et puis cette suggestibilité, donc cette perte partielle de conscience, qui participe du mécanisme d'influence et qui fait qu'un individu perd son esprit critique pour se conformer finalement à l'esprit collectif. La psychologie sociale s'est saisie de cette question et justement a essayé de voir si les postulats habituels sur la performance des groupes étaient vérifiés ou pas. Il y a 2 postulats qui ont été battus en brèche. Le premier, c'est que, ce qui semble logique, quand on met des gens ensemble pour décider, a priori, les membres du groupe vont se corriger mutuellement et donc vont atténuer le risque d'erreur. Faux. Au contraire, on sait aujourd'hui que plus on est nombreux autour d'une table à décider, plus on multiplie les sources d'erreur, voire on connaît un mécanisme d'inflation du risque pris. Deuxième postulat, les membres du groupe mettent en commun leurs ressources, là encore c'est faux. Plus on est nombreux, plus le risque de déperdition d'informations et de non-communication d'informations clés est important. Et c'est d'ailleurs 2 biais dont je vous parlerai dans la deuxième partie. Ce qui a fait dire un grand philosophe du XXe siècle, vous avez reconnu, Pierre Desproges, non seulement lorsque les hommes sont réunis, leur intelligence ne s'additionne pas, mais au pire, elle se divise. Regardons, si vous voulez bien maintenant, les obstacles à cette décision partagée. Comme souvent, le premier obstacle, c'est nous, et notamment à travers nos influenceurs et nos biais de décision. Qu'est-ce qu'un biais de décision ? C'est une manière de penser, de fonctionner qui cause une déviation du jugement et qui fait qu'on a tendance toujours à reproduire un peu les mêmes schémas et les mêmes erreurs. Alors, individuellement, c'est pas dramatique. Maintenant, quand on facilite la décision et qu'on a une dizaine de co-décisionnaires autour de nous, on multiplie d'autant les risques de contamination par les biais de décision. Je vais vous en partager quelques-uns parmi les plus problématiques lors de processus de décision collective. Le premier qui est bien connu, c'est le biais de conformisme. Vous savez, ce fameux biais qui a été très documenté par H, un psychologue social dans les années 50, et qui explique que c'est une attitude sociale qui consiste à se soumettre aux opinions, aux règles et aux normes, qui représente la mentalité collective, cette fameuse mentalité collective, et finalement à intégrer les valeurs du groupe et à les faire siens. Alors, comment il avait vu ça ? Il avait fait une expérience en réunissant une dizaine d'étudiants à qui il avait demandé, finalement, entre la figure de droite et la figure de gauche que vous avez sous les yeux, de dire quelle ligne à droite était équivalente à la ligne de gauche. Alors, ce petit malin avait évidemment mis un naïf, et puis surtout 9 complices, à qui il avait demandé scrupuleusement de répondre, d'apporter des mauvaises réponses. Il avait placé le naïf en bout de parcours, et dans plus d'un tiers des cas, le naïf finissait par se conformer aux fausses réponses de ses codécisionnaires.
Alors évidemment, c'est une expérience un peu extrême, mais il se trouve que ce biais de conformisme peut s'appliquer à nous de manière très très récurrente. Pourquoi ? Parce qu'on a une sainte horreur en général du conflit, on cherche par tous les moyens d'éviter le conflit. Notre instinct grégaire fait qu'on n'aime pas être rejeté par le groupe qui a priori semble majoritaire, et tout simplement parce que parfois on a des collègues ou des co-décisionnaires qui sont plus introvertis que d'autres. Ils savent que leur opinion est intéressante, mais néanmoins, contraints par le groupe, ils ne l'expriment pas, en ressentant cette forme de pression normative. Un processus parallèle à ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la pensée groupale, et notamment un point clé dont je voudrais vous parler, qui est le mécanisme de consensus apparent, ou de faux consensus. Pour l'imager, Jerry Harvey, qui est sociologue, nous raconte une petite histoire qui a lieu au Texas dans les années 80. Vous avez une famille qui reçoit sa fille, qui vient rarement les voir, et ils entreprennent un jeu de domino là, pendant l'après-midi. À un moment donné, le père, qui a peur que sa fille s'ennuie, lui propose d'aller manger sur Abilene, situé à 80 km d'ici. La fille, évidemment, s'enthousiasme, elle veut faire plaisir à son père, elle lui dit oui, bien sûr, demandant quand même l'avis à son mari, qui sait que sa fille voit rarement son père, donc évidemment se prononce également favorablement, en demandant un bel moment, qui, devant cette belle unanimité, évidemment, finit par suivre le groupe. Ils entreprennent donc un voyage dans une vieille Buick, sans climatisation, mange le soir dans un restaurant, un repas très médiocre, et évidemment tout ce petit monde revient à Coleman au Texas, très frustré, très agacé. La synthèse de cette histoire, c'est que alors que personne n'avait fondamentalement envie d'aller sur Abilene, le groupe finit par prendre la décision d'entreprendre ce périple, donc par consensus apparent, en estimant que chacun était pour cette décision, sans à aucun moment remettre en question par délibération cette décision. Là encore, mécanisme un peu romancé, mais qui nous guette tous lorsque nous sommes en situation de décision collective. Un autre effet dont je vous ai parlé en introduction, c'est le fameux effet de polarisation. C'est cette tendance des groupes à prendre des décisions qui sont au final plus extrêmes que les opinions initiales de leurs membres. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Stoner qui a réalisé cette expérience dans les années 60. Alors, je fais rapidement sur le protocole, mais l'idée c'était d'apporter des situations problématiques à des individus et à qui on demandait des préconisations, des conseils d'amis à remettre à un personnage fictif. Et ces préconisations étaient plus ou moins risquées. La deuxième étape du protocole, c'était de réunir les individus, de les faire travailler par groupe de 5 et de leur demander de mettre en commun leurs conclusions et d'arriver à un accord. Eh bien, ce que montre cette expérience, c'est que les groupes sont plus favorables au risque que les individus, donc avec un mécanisme systématique de surenchère, et que même après la discussion collective, l'individu qui retourne dans sa réflexion va intégrer durablement et va rester sur la position commune que le groupe avait prise, donc par un mécanisme de normalisation. Donc on voit ici que plongé dans un groupe, on peut prendre des décisions non seulement plus risquées, mais qu'en aucun cas ça n'atténue les erreurs potentielles. L'effet de connaissance commune est un biais également qui nous guette. C'est cette tendance du groupe à rejeter ou à ignorer des informations ou des données qui sont seulement détenues par quelques membres. Un petit mot sur le protocole. Staser, dans les années 60 également, propose des alternatives, des décisions à prendre à un groupe d'étudiants. Il donne des éléments positifs, des éléments négatifs sur chaque alternative. Surtout, il donne deux types d'informations assez codécisionnaires. Des informations qu'il va donner à tous les codécisionnaires, donc partagées par tout le monde, et puis des informations uniques qu'il donnera seulement à une personne à chaque fois. Puis il réunit les membres de cette décision et là encore les fait travailler en discussion. Qu'est-ce que montre cette expérience ? Eh bien, mis en grand groupe, les individus ne partagent pas systématiquement l'information détenue individuellement, même si cette information est importante ou clé. Et du coup, les groupes sont plus susceptibles de discuter de l'information partagée par tous.
évidemment. Quelque part, en estimant que l'information la plus importante, c'est celle qui est partagée par tout le monde, et que l'information détenue par quelques membres, fondamentalement, est moins importante, avec tous les risques que ça comporte de passer à travers d'informations clés pour le groupe. D'autres obstacles à la décision collective. Et oui, je sais, ça fait un peu peur, mais l'idée, c'est évidemment de prendre conscience de ça pour pouvoir rectifier le tir. Quand vous facilitez la décision d'un groupe, vous avez en face de vous, a priori, des êtres humains qui ont des manières de fonctionner différentes. Il y a un certain nombre de modèles qui expliquent que nous avons des styles de décision tout à fait différents. Le modèle que je vous montre ici, c'est un modèle qui est tiré des préférences cognitives et du modèle du MBTI, et qui a modélisé notamment 4 types de décideurs. En allant du décideur le plus pratico-pratique et rationnel, celui qui va passer beaucoup de temps dans le recueil d'informations et mettre son énergie finalement pour décider et se focaliser vraiment sur l'activité, la production. Mais en bas à droite, vous avez potentiellement en face de vous des décideurs qui, eux, au contraire, vont être davantage intéressés par l'exploration des options, le champ des possibles, la vision d'ensemble et surtout l'opportunité représentée par la décision de créer du lien, partager des projets ambitieux et nourrir une ambition collective. On imagine assez aisément que lorsque ces types de décideurs, ces 4 types de décideurs sont ensemble, ils puissent ne pas forcément avoir le même fonctionnement et que ça puisse occasionner des conflits. Donc là encore, si dans mon processus de décision je n'intègre pas ces modalités différentes, eh bien je vais avoir de la déperdition de richesse et des tensions potentielles. Un autre point que je vous partage, c'est des niveaux et des modalités de décision qui ne sont pas toujours clairement définis avant d'entreprendre une décision collective. Je m'explique, en général, lorsque on est amené à prendre une décision, on peut soit adopter un mode de décision autocratique, où moi, manager, j'ai les éléments, j'ai l'autorité pour décider, donc je vais la prendre en mon âme et conscience. A contrario, on peut être sur des modes de délégation, des modes de prise de décision complètement délégués, où là c'est l'acteur et l'individu qui sont en mesure de prendre la décision, et en passant par les 3 dimensions du milieu, où la décision est co-construite. Eh bien, on observe souvent alors que certaines décisions devraient être prises en collectif, elles sont souvent l'objet de décisions autocratiques ou de décisions individuelles, et vice-versa, des décisions qui mériteraient d'être prises individuellement, qu'on va prendre en collectif, et ce faisant, peut-être parfois, générer de l'inefficacité et de la perte de temps. Le traditionnel jeu de pouvoir où certaines personnes, évidemment, lors de processus de décision, sont dans des mécanismes de projection d'ego, cherchent à renforcer leur intérêt où la prise de décision est un théâtre de projection, de désir, de peur, où finalement on passe plus de temps à se rassurer ou être dans la lutte d'influence que dans la réponse à la question qui est posée. Et là, tout l'enjeu pour le facilitateur de décision collective est évidemment de ramener le collectif sur l'ambition initiale et sur l'objectif de la décision. Un autre point important, on sait depuis de nombreuses années que les émotions sont absolument essentielles à la prise de décision. Pour autant, elles peuvent venir perturber parfois le processus de décision ou, à contrario, n'être absolument pas intégrées dans le processus. Antonio Damasio, il y a plus de 20 ans, a fait cette découverte et depuis ses travaux, on sait que le processus de décision est un processus mixte, avec d'un côté notre cerveau cortical, donc rationnel, qui prend l'information, l'analyse, fait l'inventaire des conséquences et des choix, mais qui va transmettre cette information simultanément à notre cerveau limbique. Et notre cerveau limbique, c'est le siège de nos émotions, qui va nous envoyer simultanément un signal positif ou négatif, du type j'aime, j'aime pas, je le sens pas. Et en troisième lieu, va transmettre ce message à la partie sensorimotrice du cerveau, qui est la zone responsable de déclencher les mouvements corporels.
On a donc bien un processus mixte qui allie à chaque fois l'émotion, donc par activation ou réactivation d'émotions associées, et la raison dans le processus d'analyse des faits, d'évaluation des options et des conséquences. Eh bien, ce qu'on remarque, le risque que prennent parfois les groupes de décision, c'est soit de décider sur un mode uniquement rationnel, en n'utilisant pas finalement la force des émotions, et parfois, un peu moins souvent, je vous l'accorde, d'être dans des processus de décision où l'émotion l'emporte, voire dans des mécanismes de contagion émotionnelle. Évidemment, l'idée est de trouver le bon équilibre entre les deux. Ce qui fait que, et là c'est un peu le cauchemar de la décision collective, on peut parfois arriver à ce type de situation où, dans les processus de décision, la problématique est peu ou mal posée. On a abordé finalement peu d'options où il y a une forme d'uniformité dans les options qui sont évaluées. On peut être sous l'emprise des émotions ou dans l'ignorance des émotions. Sous l'influence d'un style de décision dominant, notamment porté par la personne qui fait autorité ou le facilitateur de décision, parfois des jeux de pouvoir, peu de feedback sur la décision qui est prise, et évidemment ça vient altérer considérablement la performance de la décision collective. Heureusement, des antidotes existent. Alors, ce ne sont pas des recettes miracles, mais quelques principes clés, quelques clés que j'aimerais vous partager pour peut-être améliorer la pratique de décision collective. Peut-être, Adrien, avons-nous des questions à ce stade ou pour nous faire un petit point déjà ? Oui, effectivement, 2 questions posées un peu plus tôt dans la présentation. Fanny nous demande si ces études ne sont pas trop, entre guillemets, vieilles. La science de la décision a vraiment fortement émergé dans les années 60-70, donc à peu près en même temps que ces études, et les biais de décision, à mon avis, existent chez l'être humain depuis maintenant des millions d'années, donc je crois qu'elles sont toujours d'actualité et qu'en tout cas, elles nous alertent sur ces biais. Après, peut-être, effectivement, faudrait-elle les renouveler et que la pratique de la facilitation de la décision collective, d'ailleurs, pourrait inviter, bien sûr, à renouveler ces études. Une seconde question posée par Aurélie. Pourrons-nous avoir la signification de TFSN ? C'était 2 axes que tu nous avais présentés. Oui, on vous enverra bien évidemment le PowerPoint, mais T c'est thinking, c'est je prends mes décisions avec une modalité rationnelle, versus je suis plutôt dans un mode feeling, donc les sentiments. Et puis vous aviez après effectivement S et N. S, bon, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est le modèle MBTI, mais j'ai plutôt une préférence pour le recueil d'informations et de faits exhaustifs, ça c'est S, donc pour sensing. Et puis le N, c'est plutôt l'approche globale, le fait d'avoir une image synthétique de la problématique et d'être très à l'aise dans l'exploration des options. Donc quand on combine ces 4 dimensions, on s'aperçoit qu'on a 4 types et styles de décision tout à fait différents. Une troisième question qui est de Fanny, et après je te propose de poursuivre. Continue, ouais. Oui. Sa dernière question concerne est-ce qu'avec les nouvelles générations, le processus de décision aurait d'autres effets ? Alors, je crois que c'est comme ça que je l'ai interprété. D'accord. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais une chose est certaine, c'est qu'avec les nouvelles générations, la simultanéité des décisions est plus importante, plus marquée, plus forte, et de plus, les itérations dans les décisions sont plus courtes, et donc ça vient un petit peu rebattre les cartes en effet. Voilà, c'est les 2 points majeurs que je vois en termes de spécificité, de style de décision générationnel. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler comme ça, mais oui, effectivement, cette notion de simultanéité et de vitesse. Continue ? Merci Fanny pour la question. Elle nous remercie. Merci Fanny. 6 principes du contrat de décision collective. Vous êtes facilitateur, coordinateur de décision, manager. Je vous partage à la fois quelques points de repère et aussi quelques expériences. Le principe de finalité. En permanence, se relier à la finalité et passer suffisamment de temps sur la problématique
afin de ne pas répondre à côté de la question et d'alimenter ce lien à la finalité en permanence. Le principe de variété, qui est une des propriétés fondamentales du vivant, est de faire en sorte que lorsque vous facilitez un processus de décision, vous favorisez la complémentarité au maximum. Je vais détailler après. Le principe de contradiction, qui est de créer les conditions pour que la dissidence s'exprime et soit utilisée à bon escient. Le principe de délibération qui est un temps entre le choix et la décision, et qui va permettre vraiment à tout à chacun de s'exprimer, avant de se lancer dans la décision définitive. Le principe de subsidiarité, qui est l'attribution du pouvoir aux porteurs de décision au bon niveau, donc ne pas surcollectiviser ou sous-collectiviser le processus de décision. Et enfin, le principe de rétroaction, qui est un principe systémique, qui consiste à tirer les enseignements très très régulièrement et fréquemment des décisions qu'on vient de prendre. Allez, on va regarder un peu dans le détail ces 6 principes. Le principe de finalité. Albert Einstein nous disait, si j'avais 100 heures, si la Terre courait un grave danger et que j'avais 100 heures pour la sauver, j'utiliserais 95 heures pour clarifier la problématique et seulement 5 heures pour donner le coup de marteau pour trouver la solution. Il voulait insister sur le fait que 90% de la pertinence d'une décision réside dans la phase de problématisation, et que cette intention, cette finalité, le rappel de cette intention et de cette finalité doivent guider les décisions tout au long du processus. Alors, moi quand j'anime des processus de décision, évidemment on passe beaucoup de temps sur cette phase-là, et notamment la phase qui consiste à reformuler le problème, la tension positivement, surtout avec les bonnes questions et au bon niveau, en distinguant bien la finalité, sa déclinaison en grand but, et puis sa traduction en objectif, pour arriver à quoi, et surtout en faisant le distinguo entre objectif et problème, parce qu'il arrive parfois qu'on pose les questions en mettant en avant un problème, alors que, et donc évidemment on va répondre de manière biaisée, en s'attachant uniquement au problème, alors qu'en fait il faudrait répondre au niveau au moins de l'objectif pour les bénéfices de cette décision. En passant suffisamment de temps sur cette clarification, sur ce cadrage collectif, on va justement lutter contre ce biais de cadrage qui est la tendance de tout à chacun à être influencé par la manière dont la question initiale est posée. Et si je pose la question initiale de manière rose, je vais répondre de manière rose systématiquement. Quelques outils, quelques conseils d'amis pour cette phase de clarification. Évidemment, ne pas se satisfaire de quelques informations et toujours aller rechercher des informations supplémentaires. Alors vous avez ici l'hexamètre de Quintilien, le fameux 3Q au CCP, qui, quoi, quand, où, comment, combien, pourquoi. Donc vérifier l'exhaustivité des informations. Bien déterminer le niveau prioritaire de résolution de problème pour alimenter ce qu'on appelle l'échelle d'abstraction, c'est-à-dire on a besoin de recruter telle personne, mais ok, mais pourquoi, pour arriver à quoi, quelle est la cause, donc et en tirant comme ça le fil des 5 pourquoi, qui est utilisé d'ailleurs dans l'industrie en amélioration continue, on va vraiment remonter à la cause initiale qui fait qu'on est réunis pour prendre une décision, donc toucher le bon niveau de finalité. Et puis on pourra aussi s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on est à nouveau réunis pour prendre ce type de décision, qu'est-ce qu'on a déjà essayé de mettre en œuvre, en général sur ce sujet-là, comment on s'y prend pour échouer, et pour identifier quelles sont les grandes récurrences ou redondances du système et du système de décision, afin évidemment d'éviter de les reproduire. Le principe de variété, je vous le disais tout à l'heure, la variété est un des principes essentiels des systèmes vivants qui participent et qui favorisent leur évolution. Force est de constater que parfois dans les organisations, on est plutôt confronté au principe d'uniformisation, et pour le coup qui a tendance à générer de la sclérose. L'idée essentielle, c'est de diversifier les approches autant que faire se peut, et les modalités de résolution de problèmes, afin vraiment de permettre aux complémentarités, aux synergies, à la richesse du collectif de s'exprimer. Et là, comment faire? Eh bien, c'est assez simple. Je vous conseille, quand vous avez des grands groupes de décision, de splitter ces groupes et de les séparer au plus possible, en travaillant bien évidemment en sous-groupes, afin de ne pas être contaminé justement par l'influence d'un groupe trop important.
C'est dans un second temps que vous viendrez confronter les résultats et qu'on pourra nourrir la réflexion et bien évidemment l'enrichir. Ça paraît presque contre-intuitif, mais ça fonctionne plutôt bien. Ça va vous permettre de lutter contre tous les biais que l'on a abordés en démarrage de webinaire. Comment faire? Quelques recettes très simples. Bon, la première, c'est, comme je vous l'ai dit, de pourquoi pas générer des sous-groupes lorsqu'on a un sujet important à traiter ou une décision à prendre. On peut fonctionner avec le mécanisme du point contre point, où j'ai un groupe A qui va faire une proposition et établir un premier point de contact avec un groupe B, qui lui-même, écoutant cette proposition, va générer des alternatives à ce que propose le groupe A, et ils vont se refaire un point dans une troisième réunion pour trouver, là encore, un accord, un consensus, mais qui sera enrichi des multiples perspectives qui auront été abordées. Une autre technique qui fonctionne bien, qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Delbecq, donc un statisticien américain, qui a montré à quel point la technique du groupe nominal permettait à la fois de créer davantage d'opportunités et d'options, et surtout de limiter les mécanismes d'influence. Vous êtes facilitateur, vous avez une question importante à trancher, et bien vous allez introduire et clarifier déjà dans un premier temps la question. Et puis vous allez permettre à chacun d'opérer une réflexion individuelle avec aucune possibilité pour les membres d'échanger entre eux. Vient le temps du tour de table où chacun va être amené simultanément à partager ses idées. Là encore, les co-décisionnaires ne pourront pas rebondir directement sur l'idée, simplement ils pourront peut-être, à partir de ce qu'ils entendront, réfléchir et améliorer ou proposer d'autres idées, mais toujours sur un mode silencieux. Puis vient le temps de la clarification collective, où là, chaque co-décisionnaire va pouvoir poser des questions de clarification, de précision sur les idées qui ont été émises, et ce qui va permettre d'arriver vers un vote qui va permettre de classer les idées en fonction de la question initiale, et donc sur un mode complètement, le plus possible, objectivé. Et c'est seulement dans un second temps, quand on aura compilé ces idées et les votes associés, qu'on pourra opérer une délibération et prendre la décision la plus nourrie, la plus objective possible. Regardez dans vos pratiques de décision collective, je ne suis pas sûr que cette rigueur soit respectée systématiquement, cette discipline. Le fameux principe de contradiction, on en a parlé en démarrage, les organisations ont plutôt tendance à rechercher le consensus, même si parfois il est un peu mou, plutôt que le dissensus. Or, on sait aujourd'hui que cette divergence est absolument essentielle et qu'elle contribue à la richesse des points de vue. En outre, une divergence exprimée suffisamment tôt permet de minimiser les risques et de faire en sorte qu'on s'en aperçoive suffisamment tôt. Très clairement, ici, il s'agit des techniques de type avocat du diable, où on va s'autoriser, évidemment, à envisager le verre à moitié vide de la solution, à partir du moment où c'est argumenté, en protégeant les dissidents, les lanceurs d'alerte, les gens qui voient plutôt le côté obscur de la décision, mais à partir du moment, bien évidemment, où c'est bon pour le groupe et où on va valoriser et encourager cette fameuse impertinence constructive dont parle Elisabeth Muirpool, qui est professeure de management à l'EM Grenoble. Alors là, il s'agit évidemment de rentrer cette autorisation à la dissidence dans les pratiques du collectif et dans les valeurs de l'organisation. Ce faisant, vous lutterez systématiquement et facilement contre les biais de conformisme, contre la pensée groupale et contre ce fameux biais d'autorité qui vient parfois altérer les mécanismes de décision. Quelques outils. Le premier, qui est à la fois très simple mais finalement très mal utilisé, c'est ce fameux avocat de l'ange et avocat du diable. Vous séparez vos groupes en deux, vous chargez un groupe de lister exhaustivement, d'argumenter, de modéliser vraiment les bénéfices de l'option, et puis vous demandez à un autre groupe de faire le même travail pour les inconvénients de l'option, et chacun devant présenter en collectif, évidemment, le vert et le rouge, si je puis dire, pour se nourrir vraiment de cette analyse.
Un autre principe que vous pouvez utiliser, qui est presque un principe contre-intuitif, qui est le principe de l'inverse, la méthode de l'inverse. Où là, il s'agit, à partir du problème initial, de déterminer quel est mon objectif inverse. Je vous ai réunis pour qu'on optimise nos réunions et qu'on les rende efficaces. L'objectif inverse, c'est comment pourrions-nous générer des réunions inefficaces, peu agréables et surtout contre-productives. Et là, vous allez voir que finalement, les mécanismes de pensée rationnelle habituels vont être complètement chantés et qu'on va s'autoriser à trouver des solutions et plus originales et souvent en quantité plus importante. Et ce faisant, vous reprendrez à votre compte l'adage de Léonard de Vinci qui dit « Si tu veux redresser quelque chose, apprends d'abord à le tordre davantage ». Quatrième principe, le principe de délibération. Alors, vous avez mené avec votre groupe le processus de décision, vous avez identifié des options, et là, le risque, c'est que, encore dans la chaleur du collectif et l'influence, vous preniez de suite une décision. Et on sait que parfois, c'est à ce moment-là qu'on a tendance à se tromper ou en tout cas à aller trop vite. La délibération consiste à préserver un espace collectif ouvert entre le choix et la décision qui va permettre à chacun déjà de réfléchir en son âme et conscience à propos du choix que le groupe est en train de réaliser et à s'engager aussi librement que possible dans la décision et l'action. C'est ce que Descartes appelle préserver sa liberté d'indifférence le plus loin possible. L'idée ici est d'avoir vraiment un espace où chacun peut déjà laisser parler son cœur. Est-ce que je le sens bien? Est-ce que je le sens pas? Et j'ai quelque chose qui me pose problème dans cette décision. Pourquoi pas de mobiliser son intuition? Intuition, étymologie, c'est intuitio. C'est le fait de regarder à l'intérieur de soi pour voir si tout est en phase, si je puis dire. En tout cas, renforcer le libre arbitre et faire en sorte que la décision que nous nous apprenons à prendre réponde vraiment à l'exigence de la situation et pas simplement à quelques jeux ou à quelques marchandages. Il s'agit ici de lutter contre deux biais, le biais de représentativité. Le biais de représentativité, c'est cette tendance qui nous fait prendre des décisions à partir de quelques informations, sans forcément rechercher l'exhaustivité des informations qui nous permettraient de mieux décider. Et puis le biais de faux consensus que nous avons identifié en démarrage de webinaire. Alors, quelques outils, allez, je vous les affiche tous. En haut à gauche, vous avez la grille multicritères qui consiste à se mettre d'accord avec les co-décisionnaires en amont de l'élaboration des options sur les critères objectifs qui nous permettront de décider. Deuxième principe, c'est le principe du pré-mortem. Vous allez prendre l'option ou le choix que vous êtes en train d'identifier et puis vous allez anticiper que cette option sera un échec catastrophique. Et là, évidemment, ça vous permettra d'identifier le top 5 des problèmes qui pourraient arriver pour travailler sur les parades que vous pourriez mettre en œuvre. La relecture des scénarios de Descartes, déjà à son époque, nous préconisait de se projeter sur les résultats et les conséquences de chaque option identifiée, en éprouvant les effets positifs et négatifs, et puis de choisir l'option où la dynamique positive se montre plus forte que les craintes. Et enfin, en bas à droite, vous avez la traditionnelle matrice des risques, mais qui est un travail intéressant lorsque vous apprêtez à prendre une décision et qui permet de manière parfois créative même d'anticiper des risques et surtout d'identifier les parades dans un grand mécanisme de délibération. Cinquième principe, le principe de subsidiarité. Alors, juste pour rappel, la subsidiarité, c'est ce fameux principe qui établit que toute responsabilité doit être assumée par le niveau directement confronté à la problématique à résoudre. Et quand je décide de faire appel aux échelons supérieurs, c'est lorsque uniquement mes capacités ne répondent plus à la logique et que le niveau supérieur va m'aider justement à fluidifier cette décision. L'idée ici, en réfléchissant à ce principe de subsidiarité, est toujours réfléchir à est-ce que je ne suis pas en train de surcollectiviser la décision ou est-ce que je ne suis pas en train de la sous-collectiviser, et de savoir dans quelle mesure j'intègre un co-décisionnaire selon les niveaux d'expertise. Donc est-ce que je suis le seul à détenir l'expertise ou est-ce qu'au contraire je dois aller
chercher l'expertise complémentaire d'autres personnes. En fonction du principe de responsabilité, qui aura à répondre de cette décision? Est-ce que je serai le seul à y répondre, ou est-ce que d'autres devront en répondre? Et en fonction du principe de complexité, donc c'est quels seront les impacts multiples sur les personnes concernées. Et là, à travers ces 3 questions, je vais décider d'intégrer peu ou prou les co-décisionnaires. Pourquoi réfléchir à ce principe de subsidiarité? On sait que les organisations ont tendance parfois, devant des décisions difficiles ou complexes, à préférer le statu quo, l'immobilisme, plutôt que la prise de décision. Et il s'agit ici vraiment de se poser la question de comment pourrions-nous faire pour mettre en œuvre la décision, en tout cas faciliter la mise en œuvre de la décision. Quelques outils, notamment un outil sur lequel je vous invite à éventuellement partager avec vos équipes. Identifier d'un côté les types de décisions que vous êtes amenés à prendre dans le collectif. De l'autre côté, les modalités dont je vous ai déjà parlé de décision. Et puis, c'est de dire, voilà, telle décision, je serai le seul à décider pour telle ou telle raison. Par contre, telle autre, la D5, ça c'est quelque chose sur lequel je ne déciderai pas et vous serez décisionnaire seul. Et entre ces 2 niveaux-là, valider les modes consultatifs, concertation et co-décision sur certaines décisions. Ça permet de clarifier les champs de responsabilité de chacun et justement d'avoir le bon niveau de subsidiarité par rapport à telle ou telle problématique. Le dernier principe qui est important, qui est un principe issu de la systémique, qui est de dire qu'une rétroaction, qu'on appelle également feedback, permet de générer une action en retour d'un système à la modification d'un paramètre. Je prends une décision, je modifie un paramètre, et j'obtiens un feedback sur cette modification de paramètre. L'idée ici, c'est de se donner la possibilité d'enrichir sa décision par des temps de retour d'information. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis que nous avons mis cette décision? D'évaluation de cette décision, entre ce que j'imaginais et ce que ça génère, est-ce qu'on est au rendez-vous, voire des temps d'ajustement de cette décision. Parce que les décisions ne sont jamais ancrées dans le marbre, et finalement, ce qui est important, c'est l'action et les impacts qu'elle génère. Vous lutterez ainsi contre 2 biais importants. Le biais de confirmation qui est, vous savez, cette tendance, une fois que j'ai pris une décision, d'aller rechercher tous les arguments dans mon environnement, toutes les informations qui vont me conforter dans ma décision, qui vont conforter le fait que ma décision était une bonne décision. Et le biais de l'escalade de l'engagement, qui est la tendance des individus, des collectifs, à continuer dans une direction, alors que manifestement on est en train de se tromper, ou que c'est en train de nous coûter très cher, parce qu'on investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans cette décision, que c'est vraiment très compliqué de revenir en arrière. On sait que parfois, ça peut aboutir à des crashs ou à un surengagement très problématique pour l'organisation. Alors, quelques outils. Le rétexte, le retour d'expérience, est un des outils dont toutes les entreprises nous parlent. Elles nous disent toutes à 90% que c'est un outil très utile, et en même temps, elles nous expliquent que seulement dans 10% des cas, elles prennent le temps de générer des rétextes. Vous avez ici la route Deming, qui est un processus d'amélioration continue dans lequel vous pouvez encapsuler les décisions que vous prenez. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup plus de management agile, et donc vous pouvez aussi incorporer dans le processus de décision des moments de rétrospective sur une modalité un peu flash, où on va analyser rapidement la décision qu'on vient de prendre, et on va se poser la question de qu'est-ce qu'on garde dans cette décision, qu'est-ce qu'on arrête et qui est contre-productif, qu'est-ce qu'on change légèrement, ou qu'est-ce qu'on modifie ou qu'on crée durablement pour que cette décision soit la plus pertinente possible. Peut-être un petit point d'étape, Adrien? Oui, je te propose de commencer par la toute dernière qui vient d'apparaître, posée par Jérémy. Au moment de la synthèse des idées émises, individuelles ou par groupe, comment éviter le biais de laisser de côté les idées isolées qui peuvent être pourtant pertinentes? Oui, parce que le groupe, là encore, va peut-être se focaliser davantage sur ce qui est rendu commun ou collectif. Et là, fondamentalement, c'est une très bonne question. Qui peut aider? Le facilitateur, qui évidemment aura recueilli des informations en amont et va soit réintégrer ces informations
dans les options qui sont abordées, soit simplement dire et que faisons-nous de ce qui a été proposé par Bernard ou un tel, de manière à ramener ça au cœur du débat. Donc effectivement, c'est un des gestes clés de la facilitation. Très bien, merci Jérémy pour la question. Fanny et Frédéric ont, lorsque tu as présenté le principe de variété, eu quelques questions. Diviser pour mieux régner, diviser pour mieux décider, n'est-ce pas un processus trop long avec une perte d'implication des acteurs? Je vous renvoie la question. Quel est le coût et quels sont les impacts d'une décision pour laquelle on a décidé à 15% plus vite et au final on va perdre 50% de temps à revenir sur cette décision. Donc oui, bien sûr, c'est un parti pris, c'est un conseil d'amis. Prenez un peu plus de temps, mais sur des sujets clés, pas sur des micro-décisions, bien évidemment. Là, on est dans le contre-productif. Et ce temps bien investi dans ce travail en amont permettra évidemment de gagner un temps considérable après. Et surtout de la crédibilité, de la légitimité, pour le manager, et de la maturité collective. Fanny nous demandait aussi un exemple de principe de finalité. Un exemple, juste un exemple. Le principe de finalité, c'est d'avoir toujours en tête la raison ultime pour laquelle on décide. Par exemple, si je veux construire une nouvelle gamme de voitures et que mon principe de finalité, c'est notre vocation est de préserver la planète, le bien-être des gens, c'est de toujours relier ça à ce principe supérieur, donc relier toutes les actions, les options qu'on est en train d'identifier et les objectifs qu'on se fixe à ce principe supérieur, en se demandant en permanence si, dans les options qu'on prend, on alimente bien ce principe de finalité. Je propose de garder les questions pour plus tard. Un petit zoom sur une pratique qui s'appelle la décision par consentement et qui est intéressante parce que vous allez voir, elle vient balayer la plupart des leviers dont je viens de vous parler. Alors, la décision par consentement est une des principes, une des pratiques associées à la sociocratie. La société-cratie, le pouvoir, donc c'est le pouvoir qui est donné à la société et à ses membres, et qui philosophiquement a été conceptualisé par Auguste Comte, donc le monsieur avec la petite barbe sur la droite, et expérimenté avec bénéfice par Gerard Edenbourg, qui est un entrepreneur néerlandais. L'idée fondamentale de la sociocratie et du processus de décision par consentement, c'est de favoriser l'autonomie des membres, la responsabilité, notamment la co-responsabilité des décisionnaires, pour renforcer l'auto-organisation, avec des mécanismes de codécision où chacun a une voix, porte une voix, et dans une forme d'équivalence de pouvoir. Donc un homme, une voix. Qu'est-ce qui change des pratiques classiques? Eh bien, souvent, lorsque nous décidons, nous sommes amenés à décider au consensus. Vous savez, on est en collectif, on essaie de trouver la meilleure solution, de trouver le bon alignement des planètes et évidemment d'obtenir 100% de oui, ou en tout cas de voter à la majorité. Mais lorsqu'on décide par consentement, on ne cherche pas à obtenir le oui, mais plutôt à ce que personne ne dise non à la décision. Donc, ça change considérablement la donne, parce que lorsqu'on prend une décision par consentement, on ne cherche pas la meilleure solution, mais la décision qui respecte les limites de celles et ceux, soit qui devront assumer la décision, soit qui seront concernés par la décision. L'idée étant vraiment de favoriser les porteurs de décision et la mise en œuvre de la décision. C'est un processus qui comprend 6 étapes, qui est assez structurant, que certains peuvent trouver parfois un peu lourd, et évidemment là encore que je vous invite à pratiquer sur des questions essentielles pour le collectif, et en aucun cas pour des micro-décisions, parce que là sinon effectivement vous allez passer beaucoup de temps. Je vais venir sur les différentes étapes tout de suite pour vous apporter le contenu de chaque étape. En processus de décision par consentement, 5 étapes clés.
La première étape, je suis porteur d'une décision, d'une proposition en tout cas, je vais préparer cette proposition. Alors parfois ça peut être fait complètement en amont ou parfois simplement devant le collectif de codécisionnaires. Je vais définir la question ou la problématique qui nous amène à prendre une décision par consentement aujourd'hui. Et puis je vais recueillir déjà à ce stade des points de vue, des points clés pour chacun des membres. Une espèce de tour d'échauffement sur quelques points qui semblent importants à l'ensemble de nos codécisionnaires. Ce qui va me permettre d'élaborer et d'affiner peut-être la présentation de ma proposition de manière à ce que déjà à ce stade on parle bien de la même chose. Et puis je vais entamer de manière systématique un tour de clarification. Alors, tour de clarification qui est évidemment animé par le facilitateur de décision. L'idée, c'est que chaque participant pose des questions en vue de comprendre la proposition dans son ensemble. Les tenants, les aboutissants, des questions de précision, tout ce qui va permettre aux codécisionnaires d'avoir les éléments pour adopter ou amender la proposition. Le porteur de décision, évidemment, répond, clarifie les points qui sont à clarifier. Le facilitateur de décision clarifie le questionnement, reformule si besoin le questionnement des codécisionnaires. Puis vient cette phase de ressenti qui est extrêmement importante, comme on l'a évoqué juste avant, qui permet à chacun d'exprimer ce que la proposition lui évoque. Et là, de manière, pour le coup, basée sur l'émotionnel, les ressentis. Est-ce que cette proposition est de nature à satisfaire mes besoins? Comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je me sens à l'aise, pas à l'aise? Et est-ce que cette décision me semble bonne pour l'organisation? Mais sans sur-rationaliser, vraiment en exprimant ses ressentis. Ce qui permet d'avoir vraiment une forme de météo, de température, et de renforcer l'écoute large du porteur, qui va saisir la température globale de ce qui se dégage. Et d'ailleurs, peut-être qu'en ayant écouté les ressentis du collectif, le porteur de décision va-t-il décider de soit reclarifier la proposition, soit amender cette proposition en ajoutant des points, en retirant d'autres points, soit parfois, s'il y a une vraie difficulté, hostilité ou si le groupe n'est pas prêt, à retirer la proposition. Cette phase étant réalisée, on va pouvoir opérer le fameux tour d'objection qui consiste à permettre à chacun de verbaliser et de recueillir des objections, donc par mécanisme de tour de table. Alors qu'est-ce qu'une objection? C'est pas un avis, c'est vraiment un point limite qui est important pour moi et avec lequel je ne pourrais pas vivre si la décision était mise en œuvre. L'idée ici est que le facilitateur puisse tester ces objections. Est-ce que ces objections sont raisonnables? Une objection raisonnable étant une objection qui est argumentée, qui vise à améliorer la proposition, qui vise pourquoi pas à l'annuler, et en tout état de cause qui n'est pas l'expression d'une préférence personnelle. Donc il clarifie, il reformule, cette objection est vraiment mise par celui qui verbalise l'objection, elle est mise au centre, il en est dépossédé, de manière à rendre cette objection utile au collectif. L'idée étant évidemment de amoindrir, si je peux dire, l'impact de l'ego. Ces objections étant portées au collectif, elles vont être levées par le groupe, donc les codécisionnaires peuvent travailler sur la levée des objections, apporter des solutions complémentaires, et une fois que cette étape est terminée, le facilitateur fait un dernier tour de table de consentement, vérifie qu'il ne subsiste plus d'objections valables et raisonnées qui n'auraient pas été traitées. Alors, c'est intéressant et on voit là à quel point le facilitateur a un rôle dans cette histoire. Il a notamment le rôle de faciliter le déroulement des 5 méta-étapes en distribuant la parole, alors soit parole tournante, soit parole au centre. Il est bien dans les 3 casquettes que je vous mentionnais en démarrage, à savoir l'architecte du déroulé, parce qu'il a préparé ce dispositif avec le porteur de décision. Il pilote le processus en garantissant la bonne fluidité, et puis il guide, c'est-à-dire que de temps en temps, il aide le groupe, et à d'autres temps, il protège le groupe de tensions ou d'errements potentiels. Et en termes de posture, la focalisation, elle est vraiment portée sur le centre, le collectif,
pour aider chacun, d'une part, à se détacher de son ego et vraiment à se concentrer sur la coélaboration et la maturité collective. Si on regarde ce processus de décision par consentement au filtre des piliers de la décision dont je vous ai parlé, on voit que le pilier finalité, il est parfaitement nourri par la phase de clarification, que la dimension variété est alimentée lorsque chacun peut exprimer ses ressentis, donc dans la deuxième phase et dans le mécanisme d'amendement itératif qui sont proposés par le groupe. Le principe de contradiction évidemment est alimenté par la phase objection. Celui de la délibération est rendu beaucoup plus facile par les multiples tours de table et le fait que vraiment chacun est amené dans son âme et conscience à s'exprimer, à avoir suffisamment de temps pour s'exprimer et pour avoir vraiment des tours de délibération utiles à la réflexion collective. Et le principe de subsidiarité, parce que simplement la décision par consentement est portée par un porteur de décision et le groupe se réunit pour se concerter sur la mise en œuvre potentielle de cette décision. Il est vraiment concentré sur comment pourrions-nous faire en sorte que cette décision soit la meilleure décision et donc une réussite pour l'organisation. Un seul principe manque à l'appel, et là c'est à vous de jouer, ce sera évidemment, après la mise en œuvre de cette décision par consentement, de créer un temps de rétroaction, parce que même si la décision a été suffisamment mûrie, la carte n'étant pas le territoire, vous vous apercevrez certainement qu'il y a nécessité de venir un petit peu rétroagir sur le processus. Y a-t-il des questions à ce stade ? Jérémy, qui nous avait posé une précédente question, vient d'écrire à l'instant une nouvelle question. Jérémy, ça va vous coûter cher, hein. Le tour de table à chaque étape, cela paraît très lourd, le processus doit être forcément séquentiel. Est-ce que le processus doit-il forcément être séquentiel ? Alors, quand on fait des processus de décision par consentement, il nous arrive parfois de le faire chez Chronos, nous ne sommes pas, même consultants, les plus disciplinés. Et donc, effectivement, ça peut paraître lourd. Simplement, le gros avantage, alors oui, la réponse est oui, il faut que ça soit respecté. Après, évidemment, sans être non plus dans l'ayatolisme, il faut que ça soit respecté parce que vraiment, c'est cette rigueur, c'est la tenue de ce processus qui permet la maturation progressive de la décision. Et en l'occurrence, si on veut aller trop vite, le risque de passer à travers d'éléments clés est important. D'où la nécessité, Jérémy, de ne pas le faire sur des décisions minimes, mais de le faire sur des décisions vraiment qui ont une forte motricité sur l'avenir de l'organisation. Très bien, merci Jérémy. Il nous remercie également. Une question que Marie nous avait posée un peu plus tôt. Avez-vous un livre à nous conseiller ? Oui, à ce moment-là, ce que je propose, c'est qu'on le mette peut-être dans le PowerPoint, mais des livres sur la décision, j'en ai quelques-uns, donc voilà, on vous mettra peut-être quelques références bibliographiques sur le PowerPoint. Ouais. Très bien, pour l'instant, aucune question. Des livres sur la sociocratie également ? Il y en a, okay. C'est pareil, il y a même des sites qui existent sur les pratiques de sociocratie, donc qui sont tout à fait accessibles et tout à fait éclairants. Aucune autre question ? On vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui va être animé par un de mes collègues qui s'appelle Olivier et qui abordera la question des neurosciences au service de la pédagogie. Vous savez que c'est une discipline qui a considérablement évolué et qui vient apporter des pistes pour être meilleur, être plus fluide en termes de pédagogie et surtout s'adapter aux besoins et à la configuration de nos petits cerveaux. Donc venez nombreux, c'est le 18 octobre à 11h30, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, Adrien ? Non, peut-être pas tout de suite. Si, bien sûr, il peut déjà s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. Bien, eh bien, il me reste à vous remercier. Évidemment, la possibilité vous est offerte, si vous le souhaitez, de tirer le fil de la discussion. Donc, je suis à votre disposition pour des réflexions complémentaires. Et puis, je vous remercie pour l'interactivité, vos questions, et je vous souhaite bon courage pour vos prochaines décisions collectives. À bientôt.